Je m'appelle Hélène et j'ai 68 ans. Ce mardi-là, j'étais assise sur ma terrasse à Bordeaux, observant la vapeur qui montait de ma tasse de café filtre encore fumante. Le ciel était gris, lourd, un de ces après-midi où l'on a l'impression que rien ne va bouger. J'ignorais encore que ma vie allait basculer en moins d'une minute. Lorsque mon téléphone a sonné et que le nom de mon fils, Richard, est apparu, mon cœur de mère a fait ce petit bond idiot qu'il fait depuis qu'il a eu son premier rhume. Peu importe l'âge qu'ils ont, les enfants réveillent toujours la même tendresse. J'ai décroché en souriant, prête à demander si les petits allaient bien, s'ils comptaient venir déjeuner dimanche. J'étais déjà en train d'imaginer un gratin d'aubergine, le plat préféré de Marcel, même si elle ne disait jamais merci. Mais la voix de Richard n'avait ni chaleur ni douceur. Elle résonnait, sèche, rapide, comme s'il parlait dans un couloir vide. « Maman, c'est Richard. Je t'appelle pour dire une chose. Nous ne passerons pas ce week-end, ni le suivant. » Mon sourire s'est figé. Une sensation froide m'a couru le long de la colonne vertébrale. « Il s'est passé quelque chose? Les enfants sont malades ?» J'ai demandé cela en me levant d'un bond, renversant presque ma tasse. Il y eut une pause, puis un bruit de carton que l'on ferme à la hâte. Et alors il a lâché cette phrase, comme on annonce qu'il va pleuvoir. « Non, rien de grave. Nous avons déménagé. Nous vivons à Biarritz maintenant. Nous sommes arrivés la semaine dernière. » Le monde s'est arrêté. Je suis restée muette. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes de silence qui m'ont fendu en deux. Comment pouvait-il avoir déménagé à l'autre bout du pays sans me le dire? « Richard, vous avez déménagé la semaine dernière et tu as oublié de me prévenir ?» Ma voix a glissé, presque inaudible. Il a soupiré, agacé, comme si je posais une question absurde. C'était la folie. La mutation de Marcel est tombée d'un coup. Entre les meubles, les démarches, l'école des enfants, cela a glissé. Tu comprends. Cela a glissé. Comme si l'on pouvait oublier de prévenir sa mère d'un déménagement de plusieurs centaines de kilomètres. Comme si j'étais un détail, un meuble, un bibelot. J'ai senti mes yeux brûler, mais je me suis refusé les larmes. Les enfants, Lucas et Béa n'ont même pas dit au revoir. J'ai entendu la voix de Marcel au loin. « Ne lui donne pas trop d'explications, Richard. Dis-lui que nous ferons un appel vidéo. » Puis il a conclu d'un ton pressé. « Maman, je dois te laisser. Le déménageur finit de décharger. L'appartement donne sur l'océan, tu aimerais. Bon, à plus. » Et il a raccroché. Je suis restée debout, devant ma table, face à ce café devenu froid. J'ai respiré lentement, profondément. « Très bien, mon fils. Bonne chance, » avais-je répondu avant qu'il ne coupe la ligne. Je n'avais pas crié, je n'avais pas pleuré. Je m'étais simplement tue. Et ce silence-là, je l'ai compris, n'était pas de la tristesse. C'était le début d'autre chose. Je me suis assise à mon bureau, dans la pièce où mon mari, Albert, autrefois avocat brillant, passait ses journées. Les étagères étaient encore remplies de ses ouvrages de droit. Beaucoup de gens pensaient que j'étais seulement la femme d'Albert, la cuisinière, la grand-mère douce. Ce qu'ils oubliaient, c'est que j'étais celle qui gérait les comptes, les contrats, les placements. La tête froide derrière l'éloquence de mon mari. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Un clic, et le relevé bancaire est apparu. Comme chaque mois depuis 10 ans, un virement conséquent partait de mon compte vers celui de Richard et Marcel. De quoi payer l'école bilingue, les assurances, une partie du loyer. Toute leur vie confortable reposait sur ma carte bancaire, et ils m'avaient oublié. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai ouvert ma messagerie et j'ai rédigé un courriel à Maître Arnaud Morel, notre avocat depuis la mort d'Albert. Un message bref, précis, tranchant comme une lame. Je lui ai demandé de suspendre immédiatement le virement permanent, d'annuler les cartes bancaires supplémentaires à leur nom et de lancer la procédure pour récupérer l'appartement de Bordeaux qu'ils avaient quitté sans préavis. Je n'éprouvais ni rage, ni impulsion. J'éprouvais quelque chose de plus solide. La dignité. Celle qui se réveille quand on comprend que l'on vient d'être traité comme un oubli, comme un poids, comme rien. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose. Mais avant de continuer,
Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le matin du 5, je me suis levé avec une résolution froide, presque méthodique. Je devais voir de mes propres yeux ce que Richard et Marcel avaient laissé derrière eux avant de fuir vers leur nouvelle vie océane. J'ai bu mon café sans sucre, en silence, puis j'ai appelé un taxi. Direction, l'appartement de Bordeaux, celui que la SCI HV Patrimoine, dont je suis la gérante, mettait à leur disposition depuis des années. Le chauffeur bavardait, mais je n'écoutais rien. Mon esprit se préparait, comme si j'allais entrer dans une scène de crime. Lorsque je suis descendu devant l'immeuble, le concierge, M. Roger, a ouvert de grands yeux. Il a retiré sa casquette par respect, un geste que Richard n'avait jamais apprécié. « Madame Hélène, je pensais que vous étiez déjà au courant, ou que vous étiez partie avec eux. » J'ai forcé un sourire. « Je viens vérifier l'appartement. Ils ont quitté les lieux hâtivement, non ?» Il a hoché la tête, baissant la voix. Une vraie pagaille, un camion de déménagement au milieu de la nuit, des cris, des cartons poussés dans les couloirs. Ils ont laissé des choses dans l'aire de service. Je n'ai jamais vu cela d'eux. J'ai senti une pointe dans la poitrine. Pas de tristesse, de lucidité. J'ai monté les étages lentement. Les couloirs avaient cette odeur de poussière et de renfermé qui apparaît quand une porte reste trop longtemps fermée. J'ai tourné la clé. La serrure a cédé avec un claquement sec, puis l'odeur m'a frappé. Un mélange de nourriture oubliée, d'humidité et d'air vicié. J'ai allumé la lumière de la salle de séjour. Le choc m'a traversé comme une lame. Ils avaient tout pris. Les meubles légers, les tapis, les petits objets. Ce qu'ils n'avaient pas pris était pire. Ce qu'ils avaient abandonné. Dans un coin de la pièce, là où se trouvait autrefois la bibliothèque, une pile de papiers, cartons écrasés, objets sans valeur. Une sorte de dépotoir improvisé. J'ai avancé lentement. Et là, au sommet de la pile, j'ai vu un album. Couverture de velours bleu. La poussière y dessinait des traces de doigts. Mes mains ont tremblé alors que je l'ouvrais. Les photos du baptême de Béa. Moi, tenant la petite dans une robe blanche, tous souriants comme si rien ne pouvait briser notre famille. Ils avaient laissé cet album comme on laisse un ticket de caisse. Pas important, pas utile. Juste à côté, j'ai aperçu une forme jaune et blanche, roulée en boule, tordue comme un chiffon. Je l'ai reconnue avant même de la toucher. La couverture en crochet que j'avais fabriquée pour Lucas, point après point, en récitant des prières pour sa santé lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Elle était sale, tachée d'une graisse que je ne voulais même pas identifier. Elle avait été utilisée pour essuyer quelque chose ou pour protéger un meuble bâclé, puis abandonnée là, jetée. Mon cœur s'est serré. Les larmes ont voulu monter, mais elles se sont évaporées avant même de naître. À la place, une indignation solide est montée de ma poitrine, une indignation qui ne crie pas, mais qui avance comme une marée. Je suis allé jusqu'à la cuisine. La porte du réfrigérateur était grande ouverte. À l'intérieur, des restes de nourriture moisie, une odeur pestilentielle. C'était un manque de respect, un abandon total des obligations les plus simples. Si l'appartement n'avait pas été le mien, cela aurait relevé de la négligence. Mais comme il m'appartenait, comme il appartenait à la SCI que j'avais bâtie avec mon mari, c'était une atteinte directe à ma dignité. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai regardé l'écran. Richard. Encore. Une fois, puis une autre. Il devait être à Biarritz, dans une boulangerie chic où sa carte venait de refuser un paiement. Je n'ai pas décroché. Pas encore. Je suis sorti de l'appartement, j'ai refermé à clé et je suis descendu chez M. Roger. « Personne n'entre ici », ai-je dit d'une voix dure. « Pas même mon fils. Si quelqu'un tente d'ouvrir, vous appelez immédiatement la police. » Il a acquiescé, droit comme un soldat devant son capitaine. « Bien sûr, Madame Hélène, vous pouvez compter sur moi. » Je suis ensuite monté dans un taxi et j'ai donné une nouvelle adresse, celle du cabinet de maître Arnaud Morel. Son bureau se trouvait dans un immeuble ancien près du centre-ville, avec des murs en bois sombre et une odeur de café chaud. Quand je suis entré, il s'est levé aussitôt. « Madame Hélène, j'ai reçu votre courriel. Je dois avouer que j'ai été surpris par votre décision. » Je me suis assise, droite comme une lame. « Ne soyez pas surpris, maître Morel. Soyez efficace. »
Il a ouvert un dossier déjà prêt. La suspension du virement est confirmée. Les cartes supplémentaires ont été désactivées. Pour l'appartement de Biarritz, j'ai retrouvé le bail. Ils vous ont inscrite comme caution solidaire en utilisant une procuration générale de 1998. C'est un abus. Nous pouvons retirer la caution. J'ai fermé les yeux une seconde, un souffle profond. Faites-le et entamez la démarche pour la saisie du véhicule. Je veux tout récupérer, absolument tout. Lorsque je suis ressorti du cabinet, le vent de Bordeaux m'a fouetté le visage. J'ai senti quelque chose d'inédit depuis longtemps. Je reprenais ma place, celle que j'avais abandonnée en pensant qu'aimer signifiait céder. La vérité était simple. Aimer, c'est aussi tenir debout. Et j'étais debout, enfin. Les choses ont commencé à s'enchaîner dès le matin suivant, comme si une machine silencieuse que j'avais mise en marche la veille s'était soudain emballée. Je buvais mon café dans la cuisine lorsque la notification bancaire s'est affichée sur mon téléphone. Virement permanent annulé avec succès. Je suis resté immobile un instant, observant la petite lumière bleue de l'écran. C'était le premier pas vers ma liberté, et aussi, d'une certaine manière, vers leur maturité forcée. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de maître Arnaud Morel. « Madame Hélène, les cartes supplémentaires de votre compte Visa et de votre Mastercard ont été désactivées. Elles ne fonctionneront plus. » J'ai murmuré un simple « parfait », sans émotion apparente. Mais à l'intérieur de moi, un verrou, invisible mais ancien, venait de céder. À Biarritz, je savais déjà ce qu'il se passait. Richard et Marcel devaient être dans une épicerie chic, ou peut-être à la boulangerie en bas de leur résidence, celle avec vue sur l'océan qu'ils m'avaient décrite avec un enthousiasme à peine retenu. Ils avaient dû poser les produits sur le comptoir, passer leurs cartes, entendre le bip sec du refus, puis recommencer, incrédules. Je pouvais presque imaginer leur visage, cette panique froide qui monte dans la gorge lorsque la façade se fissure. Je n'ai pas eu besoin d'imaginer longtemps. Mon téléphone a commencé à vibrer. 1 fois, 2 fois, 4 fois, 10 fois. Richard, puis Marcel. Je les ai laissés appeler, encore et encore, jusqu'à ce que le silence revienne. Je n'étais pas prête à leur parler, pas encore. Vers la fin de la matinée, le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Maître Morel. « Madame Hélène, je tenais à vous informer que la saisie du véhicule a été exécutée. Le huissier de justice s'est présenté ce matin devant leur résidence. Je me suis assise, calmement, sur la chaise la plus proche. Devant l'immeuble ? Oui, madame. Ils étaient sur le point de sortir. Ils ont été invités à retirer les sièges d'enfants, les sacs, tout ce qui leur appartenait. Le véhicule est désormais au garage judiciaire de Biarritz et sera rapatrié dès que possible. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. J'imaginais la scène, les résidents élégants observant depuis leur balcon, la mer au loin et la famille que j'avais tant aidée, démunie, contrainte de sortir les affaires des enfants sur le trottoir. Une part de moi a eu mal, une autre a soufflé, enfin entendu, c'était le prix de leur choix. L'après-midi, en rang serré, sont arrivés les messages. D'abord un vocal de Marcel, tremblant de colère. « Madame Hélène, qu'est-ce que vous faites ? Le directeur de l'école nous a regardés comme si nous étions des voleurs. Le loyer n'a pas été payé et le propriétaire nous menace. Richard est en larmes. Vous voulez nous humilier ? Vous voulez tuer votre fils ?» Sa voix stridente m'a donné envie de baisser le volume. Elle n'avait même pas demandé comment j'allais, ni un pardon, rien, juste des exigences, comme toujours. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai préparé mon thé, lentement, puis j'ai écrit un message court, sans agressivité, sans justification inutile. « Bonjour Marcel, je suis au courant. Les refus de paiement ne sont pas une erreur. Les virements ont été coupés. Les cartes désactivées. Vous avez quitté l'appartement de Bordeaux sans préavis et utilisé une procuration ancienne pour me mettre comme caution solidaire à Biarritz. Je dois protéger mes biens. Je vous conseille de trouver un emploi rapidement. La vie sur la côte est belle, mais très coûteuse. Et le véhicule de la SCI doit être restitué d'ici vendredi. Bonne journée. » Puis j'ai bloqué son numéro pour une journée entière. Richard aussi. Il fallait que le silence fasse son travail. En milieu d'après-midi, une enveloppe a été glissée sous ma porte. Je l'ai ouverte en fronçant les sourcils. Elle venait de ma banque. À l'intérieur,
un document attestant d'une tentative récente de souscription à un crédit à la consommation de 50 000 € en mon nom. J'ai senti une vague glacée me traverser. 15 minutes auparavant, quelqu'un avait tenté de vider mes économies pour sauver son train de vie. Richard connaissait mes anciens identifiants bancaires. Il avait essayé. Il avait franchi la ligne rouge. Heureusement, j'avais changé toutes mes informations la veille sur les conseils de Maître Morel. Le système avait bloqué la demande, mais la tentative existait. Noir sur blanc. Je suis entré dans le bureau d'Albert, mon mari défunt, et j'ai allumé le scanner. J'ai numérisé le document, puis j'ai écrit une phrase simple à Maître Morel. Nouvelle preuve. Tentative de fraude bancaire. Merci de l'ajouter au dossier. Ensuite, j'ai cliqué sur Envoyer. Lorsque j'ai refermé l'ordinateur, quelque chose s'est aligné en moi. Pendant des années, j'avais excusé, minimisé, adouci leurs fautes. J'avais accepté d'être celle qui donne, qui soutient, qui ne dit jamais non. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour n'est pas un puits sans fond, et qu'un fils qui tente de voler sa mère, ce n'est plus un fils. C'est un adulte perdu qui doit apprendre, enfin, que rien ne pousse sur un sol piétiné. Ce soir-là, j'ai dîné seule dans ma cuisine. Une soupe simple, un morceau de fromage, un morceau de pain. Le silence autour de moi n'était plus un vide. C'était une promesse de changement, une promesse de justice, une promesse de renaissance. Je savais qu'il finirait par venir. Lorsque l'on prive deux adultes immatures d'un confort auquel ils se croyaient éternellement destinés, ils ne disparaissent pas. Ils reviennent, mais pas pour demander pardon. Ils reviennent pour récupérer ce qu'ils pensent leur appartenir. Alors j'ai agi comme une femme qui connaît la musique. J'ai changé toutes les serrures, installé de nouvelles caméras avec audio et déplacé la sonnette plus haut, juste assez pour leur rappeler qu'il y a des portes que l'on ne force pas. Le dimanche suivant, à l'heure où autrefois ils arrivaient en traînant les pieds pour le déjeuner, j'étais prête. J'avais préparé un thé, rangé la maison comme si j'attendais des invités importants, et je m'étais installée devant l'écran qui montrait le portail de mon jardin. Vers midi, un petit véhicule cabossé s'est arrêté devant la grille. Pas leur habituelle voiture de luxe, évidemment. Une voiture de location, modeste, presque anonyme. La vision m'a profondément frappée. Eux, les rois de l'apparence, réduisent à un véhicule qui n'impressionnait personne. Richard est sorti le premier. Sa chemise n'était pas repassée, sa barbe négligée. Marcel est descendue ensuite, le visage tiré, le chignon serré de travers, comme si elle s'était coiffée dans les toilettes d'une station-service. Et puis les enfants. Lucas et Béa, petites silhouettes fatiguées, leurs sacs à dos glissant de leurs épaules. Une part de moi a vacillé en les voyant. Ils n'avaient rien demandé. Ils étaient les otages d'une tempête qu'ils ne comprenaient pas. Richard a sorti un trousseau de clés et a tenté d'ouvrir le portillon. La clé a tourné dans le vide. Il a essayé encore. Une fois, 2 fois. Puis il a secoué la grille, comme un enfant qui s'entête devant un jouet cassé. « Hélène, ouvre, les clés ne marchent plus !» J'entendais tout grâce au haut-parleur des caméras. Marcel s'est approché à son tour. « Laisse-moi faire, tu es incapable de quoi que ce soit. » Elle a essayé, elle aussi. La clé n'est même pas entrée jusqu'au bout. À ce moment-là, elle a crié, la voix déchirée. Elle a changé les serrures, cette vieille folle a changé les serrures. Je me suis levé doucement de ma chaise. J'ai traversé le couloir comme une reine qui s'apprête à donner audience et j'ai ouvert la grande porte d'entrée. Je suis resté sur la terrasse, au sommet des 2 marches, les mains posées sur la rambarde. Je les ai laissés me voir. Pas une grand-mère, pas une femme fragile, une femme debout. Bonjour à vous. Que puis-je pour vous? Ma voix était posée, presque douce, mais elle portait loin. Richard a sursauté en m'entendant. « Maman, ouvre ce portail. Les enfants ont faim, nous sommes épuisés. » Je me suis avancée de quelques pas, jusqu'à la limite de l'escalier. « Les enfants peuvent entrer. Vous deux, non. » Le visage de Richard s'est décomposé. « Tu es devenue folle. Je suis ton fils. Tu ne peux pas me laisser dehors. » J'ai levé la main pour l'interrompre. « Vous avez déménagé, Richard. Souviens-toi de tes mots. Tu as oublié de prévenir. Je prends simplement exemple. » Marcel a attrapé la main de Béa comme un ultimatum. « Si nous n'entrons pas, personne n'entre. Nous sommes une famille.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous étiez une famille. Aujourd'hui, vous êtes 2 adultes qui ont falsifié une procuration, abandonné un appartement en mauvais état et tenté de contracter un crédit en mon nom. Je ne joue plus. Puis je me suis accroupie pour être à la hauteur des enfants. Lucas, Béa, mes chéris, venez. Il y a du gâteau et du jus bien frais. Vous êtes chez vous ici. Ils ont regardé leurs parents. Marcel, furieuse, a serré la main de Béa trop fort. « Tu n'iras pas. » La petite a gémi. Je me suis redressée lentement. « Marcel, lâche-la, tout de suite. » Quelque chose dans mon ton l'a figée. Elle a ouvert la main. Les enfants ont couru vers moi. Je leur ai ouvert le portillon à distance grâce au bouton dans ma poche. Ils sont entrés. Je les ai conduits jusqu'à la porte, puis refermés derrière eux. Je suis revenue face au portail. Mon visage n'avait plus aucune douceur. Maintenant, parlons. J'ai sorti une grande enveloppe que j'avais laissée sur la table d'extérieur et je l'ai passée à travers les barreaux. Voici les preuves. Et l'usage abusif de procuration, la rupture abusive de votre mise à disposition à Bordeaux, les frais de remise en état et la tentative de crédit en mon nom. Tout est là. Maître Morel a tout rassemblé. Richard a pâli, ses mains tremblaient. « Maman, je n'ai pas voulu. » « Tu n'as pas voulu quoi? Me voler? Me mentir? Me faire garantir un loyer hors de prix que tu ne pouvais pas payer? » Il a ouvert la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. J'ai poursuivi, implacable. « Soit vous signez l'accord dans l'enveloppe, soit je porte plainte demain matin. Pas une menace, un fait. Vous avez jusqu'à ce soir. » Marcel, livide, a arraché l'enveloppe des mains de Richard. « C'est quoi encore cette folie? » Ce n'est pas de la folie, c'est la loi et la dignité, 2 choses que vous avez oubliées depuis longtemps. Je les ai regardés une dernière fois, puis j'ai tourné les talons. Les cris de Marcel se sont fondus dans le vent. Richard ne disait plus rien. J'ai refermé ma porte, calmement, comme si je venais simplement d'arroser mes plantes. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai entendu les enfants rire dans le salon, que j'ai compris, un nouveau chapitre venait de commencer. Et, cette fois, c'était moi qui écrivais les règles. 6 mois ont passé depuis ce dimanche où j'ai refermé mon portail sur Richard et Marcel. 6 mois pendant lesquels j'ai vu, jour après jour, ce que la réalité fait lorsqu'elle débarque dans la vie de ceux qui ont toujours cru qu'ils y étaient immunisés. La transformation n'a pas été un miracle soudain, mais une succession de petits tremblements, de résistance, de rechutes et enfin de réveil. C'est ainsi que l'on devient adulte, même lorsque l'on a déjà dépassé la quarantaine. Le petit appartement 2 pièces que je leur ai loué pour 6 mois, à 10 minutes à pied de chez moi, n'a rien de luxueux. Il donne sur un mur de briques, pas sur l'océan. Il n'a ni terrasse, ni mobilier design, ni femme de ménage. Marcel a appris la différence entre un sol propre et un sol simplement parfumé. Et Richard, pour la première fois de sa vie, a compris qu'une fuite sous l'évier ne se répare pas en appelant un technicien, mais en se retroussant les manches. Au début, il se plaignait de tout, de la taille du logement, du bruit de la rue, du manque de place, du prix de l'électricité. Puis, lentement, les plaintes se sont transformées en constats, et les constats en responsabilités. Cela n'a pas été beau à voir, mais cela a été nécessaire. Pendant la semaine, Lucas et Béa vivent avec moi. Ils vont à une école plus simple que celle de Biarritz, mais chaleureuse, avec des enseignants qui connaissent le prénom de chaque enfant et leur parlent comme à des personnes. Je les accompagne tous les matins, je prépare leur goûter, je les aide avec leurs devoirs. Le vendredi soir, je les remets à leurs parents et le dimanche en fin d'après-midi, je les récupère. Ce rythme fonctionne. Il a redonné aux enfants une stabilité qu'ils n'avaient plus. Quant à Richard, il travaille désormais dans le service administratif d'une grande entreprise de transport. Un travail honnête, avec un salaire modeste et des horaires stricts. Au début, il en avait honte. Aujourd'hui, il parle de ses dossiers avec un mélange de lassitude et de fierté discrète. On ne devient pas digne en un jour, mais il avançait. Marcel, de son côté, a cessé de se plaindre de « ne pas être faite pour travailler ». Elle vend désormais des vêtements en ligne, repasse pour une voisine et fait de la relecture de textes pour une petite maison d'édition. Elle gagne peu, mais elle gagne.
Et surtout, elle a commencé à réaliser qu'elle avait passé des années à vivre dans un luxe auquel elle n'avait jamais contribué. Chaque 15e du mois, ils viennent chez moi avec leur cahier de compte. Nous nous installons à mon bureau et je passe en revue chaque dépense. Je ne donne pas d'argent. Je donne des conseils et parfois un contrat ponctuel. Lorsque je les vois faire de réels efforts, j'ouvre un tiroir et je leur propose un petit travail rémunéré. Nettoyer la gouttière, lessiver les rideaux, trier les archives de la SCI. Ils choisissent, ils acceptent, ils travaillent. Et ils repartent avec une enveloppe que je leur ai annoncée d'avance. Je n'aime pas les voir fatigués, mais j'aime les voir responsables. Un après-midi, Marcel est arrivé avec une petite boîte dans les mains. Elle était nerveuse, presque timide. « Madame Hélène, je voulais vous montrer quelque chose. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, un début de carré en crochet, aux mailles irrégulières, presque hésitantes. Je regarde des vidéos depuis des semaines. Je n'y arrive pas bien, mais j'essaie. Pour la couverture. Celle que j'ai jetée. Sa voix s'est cassée. Je n'ai rien répondu. Je lui ai simplement touché la main. C'était peut-être la première chose sincère qu'elle m'offrait. Richard, lui, est devenu plus silencieux, moins arrogant. Il arrive parfois en avance le dimanche midi pour m'aider à préparer la table. Il met le couvert sans que je le lui demande, plie les serviettes, fait chauffer la sauce. Son regard est différent. Il a cessé de vouloir prouver quelque chose. Il veut réparer. Cela ne se dit pas, mais cela se voit. Un dimanche, après le déjeuner, nous étions tous dans le salon. Béa coloriait un dessin, Lucas lisait à voix haute une fable qu'il devait apprendre. Marcel lavait les assiettes dans ma cuisine et Richard vérifiait sa liste de dépenses du mois. Et soudain, j'ai senti une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Une paix simple, une paix sans façade, sans extravagance, sans mensonge. Une paix construite sur des bases solides, l'effort, la vérité, la responsabilité. Quand ils sont partis ce soir-là, Richard s'est arrêté sur le pas de la porte. « Maman, merci. » Il a baissé les yeux. « Merci de ne pas m'avoir laissé filer. Merci d'avoir été dur. Je crois que j'avais besoin de tomber pour apprendre à marcher. » Je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement caressé la joue, comme lorsqu'il était petit. « Je ne t'ai pas laissé tomber, Richard. Je t'ai laissé grandir. » Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, je me suis assise dans ma chaise de salon. La maison était silencieuse, mais ce silence n'était plus un vide. C'était le signe que, enfin, les choses prenaient la bonne direction. Oui, ces 6 mois avaient été longs, fatigants, douloureux parfois, mais ils avaient fonctionné. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment profond que ma famille n'était pas détruite. Elle était en reconstruction. Et j'étais, comme toujours, la fondation. Aujourd'hui, c'est de nouveau dimanche. Le soleil glisse doucement à travers les rideaux de ma salle à manger et illumine la grande table en bois que mon mari, Albert, avait choisie il y a tant d'années. Je prépare une blanquette de veau, un de ces plats qui mijotent lentement et remplissent la maison d'une odeur rassurante. Lucas et Béa sont assis au milieu du salon, chacun penché sur un cahier. Lucas murmure une poésie à voix basse, tandis que Béa me demande comment écrire le mot « résilience ». Je souris. Avec un S et un C, ma chérie. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous apprenons à être résilients. Cette maison, qui autrefois me semblait trop grande, trop vide, respire à nouveau. Pas grâce au bruit, mais grâce à la présence, grâce à la stabilité, grâce à la vérité. À midi pile, la sonnette retentit. Je vais ouvrir. Richard se tient là, vêtu d'une chemise simple et d'un jean. Il semble plus mince, un peu fatigué, mais dans ses yeux il n'y a plus cette arrogance qui le rendait étrangement flou. Il me sourit et, comme il le fait désormais chaque dimanche, il se penche pour m'embrasser la main. « Bonjour maman », je réponds. « Bonjour mon fils, entre. » Marcel arrive juste derrière lui, tenant une grande assiette en verre recouverte d'un torchon. « J'ai préparé un flan, ce n'est pas parfait, mais j'ai essayé, » dit-elle avec une voix douce et légèrement honteuse. Je hoche la tête. « Merci Marcel, mets-le au frais. » Nous nous installons tous autour de la table.
Les enfants parlent de leurs devoirs, Richard raconte une anecdote sur un collègue de travail, Marcel se plaint gentiment d'avoir passé la soirée à repasser les vêtements pour économiser l'argent du pressing. Et moi, je les écoute, avec cette étrange chaleur dans la poitrine. Une chaleur que je croyais éteinte. Après le repas, comme chaque 15e jour du mois, Richard sort un cahier rempli de colonnes soigneusement alignées. « Voilà nos dépenses », dit-il. Il ne baisse plus les yeux. Il assume. Je prends mon stylo rouge et j'analyse. Très bien pour le marché, très bien pour les vêtements des enfants. Mais 70 € en restauration rapide ? Richard grimace. Oui, nous avions une soirée difficile. Je lève un sourcil. Dans ce cas, prépare un sandwich. Cela coûte moins cher. Il acquiesce, sincèrement. Alors j'ouvre un tiroir et je leur tends une enveloppe. À l'intérieur, 200 €. Pas un cadeau, un paiement. Cet après-midi, j'ai besoin que Richard nettoie les carreaux extérieurs et que Marcel m'aide à trier les armoires du couloir. Ils acceptent immédiatement. Pas de protestation, pas de soupir, pas de chantage, seulement du travail. Voilà la plus grande victoire de ces derniers mois. Pendant qu'ils accomplissent leurs tâches, je m'assois dans mon fauteuil, regardant Lucas et Béa jouer calmement. Je repense à tout ce qui s'est passé, aux mensonges, au déménagement précipité, à la couverture de crochet abandonnée, à la tentative de fraude, à mes nuits blanches, à ma colère, à ma détermination. Il m'a fallu perdre ma douceur pour retrouver ma force. Il m'a fallu fermer une porte pour rouvrir ma maison. Et il leur a fallu tomber très bas pour enfin commencer à se relever. En fin d'après-midi, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Richard s'arrête sur le pas de la porte. Il regarde mes yeux un long moment, puis dit d'une voix presque brisée « Maman, merci. Merci de ne pas m'avoir laissé devenir un homme vide. Je ne te demande pas pardon, parce que cela ne suffirait pas. Mais je veux que tu saches que j'essaie, tous les jours. » Je pose ma main sur sa joue, comme lorsqu'il était enfant. Je sais, mon fils, je le vois, et c'est pour cela que je continue. Marcel arrive derrière lui. Elle tient dans ses mains un carré de crochet jaune et blanc, encore maladroit, mais bien plus régulier que les premiers. Ce n'est pas grand-chose, mais je continue à apprendre, pour remplacer celle que j'ai détruite. Je sens un frisson dans mon cœur, mais je ne laisse aucune larme me trahir. Continue, Marcel, chaque point compte. Lorsqu'ils montent dans leur vieille voiture et disparaissent au bout de la rue, je reste un long moment sur le seuil de la porte. Le silence retombe doucement, comme un manteau chaud. Je rentre dans la maison et ouvre mon placard. Au fond, j'ai rangé de nouveaux pelotes de laine jaune et blanche. Je m'assieds dans mon fauteuil, prends mes aiguilles et recommence à tricoter. Non pas pour effacer le passé, mais pour bâtir l'avenir. Je ne suis pas une femme âgée inutile. Je suis la fondation de cette famille, et j'ai enfin retrouvé ma place. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.